Bonjour chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue sur le podcast de Away We Go, le collectif de freelance qui accompagne les opérateurs touristiques dans leur production, les opérations, le marketing ou encore la vente. Je suis Alexis Yancinas, membre du collectif Away We Go et j'accompagne les acteurs du tourisme dans leur transition technologique. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Thomas Loubert. Salut Thomas. Salut Alexis. Thomas, c'est un ovni du tourisme, il est cofondateur de Together, réseau de produits voyage spécialiste du sur-mesure. Tu es référent régional de ATD, les acteurs du tourisme durable. Tu es aussi associé de Terra Gaia, anciennement Terra Group. Tu es associé aussi de l'agence Serendip. Tu es intervenant et formateur dans la transition écologique Elia. Tu fais quoi d'autre ? Je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on va parler de tout ça, donc notamment de formation et d'IA. Et avant ça, je voudrais vous dire que cet épisode est proposé en partenariat avec Swappen. C'est un service de création d'entreprise qui prend en charge l'ensemble des démarches administratives. Obtention des statuts sous 24 heures. Conseils précis sur le choix de la forme juridique la mieux adaptée à chaque projet. En quelques jours, la société est créée et cerise sur le gâteau, c'est gratuit et sans engagement. C'est le service de création le mieux noté de France. Mais pour l'instant, on va parler de formation IA. Thomas, encore une fois, merci d'être là, ça me fait trop plaisir. On se connaît depuis quelques temps maintenant. Tu es formateur IA avec toutes tes autres casquettes. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus et surtout ce qui t'a amené à te coiffer de la casquette de formateur Non, voilà, pour refaire un petit retour en arrière, en fait, un peu pour réexpliquer un peu mon parcours, parce qu'il y a une suite logique à tout ça. En fait, je viens du monde du réceptif. Moi, je travaillais longtemps en Amérique latine, où j'ai travaillé justement chez Terra Gaia, où je suis associé de Terra Gaia. J'ai monté un réceptif dans le nord-est du Brésil, notamment. Et ensuite, de retour en France, j'ai cofondé Together avec mon associé Fabrice Pavlak, qui est un réseau de réceptifs et qui est un peu un think tank autour des professionnels du voyage. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on amène aux réceptifs de la visibilité, mais on les amène aussi à avoir des réflexions autour de différents thèmes qui peuvent surgir par moment. Et le thème qui a surgi il y a quelques années maintenant et qu'on a un peu essayé de pousser en même temps que ce qui se disait un peu partout dans l'actualité, c'est le thème de la transition écologique. Et c'est comme ça que je suis un peu devenu formateur, parce qu'avec Fabrice, on a cofondé ensemble une boîte qui s'appelle Serendip. Serendip pour sérendipité, pour l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas. Et en fait, dans cette entreprise, dans Serendip, on a commencé à développer des formations ludiques et pédagogiques autour des thèmes de la transition écologique. Donc on a fait des formations autour dans des écoles de commerce, chez des professionnels du voyage et évidemment chez des réceptifs, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que l'IA est arrivée il y a maintenant 2 ans, et que quelqu'un comme c'est Arnaud Desmarais qui nous a mis le pied à l'étrier, qui fait des formations un peu sur l'IA, qui était un peu précurseur dans le tourisme là-dessus, et on a commencé à bosser avec lui sur ces thèmes de la formation IA auprès des professionnels du voyage et notamment des réceptifs. Et donc on a fait quelques formations avec Arnaud pour les réceptifs autour de l'IA, et en fait moi j'ai commencé du coup à me former aussi sur ces thèmes-là, et je me suis formé notamment pour les agences Terra Gaia où je suis associé, et pour leur montrer, en fait, pour leur trouver des cas d'usage qui soient utiles pour eux. Et en fait, la formation IA est un vaste sujet, puisque je ne suis pas vraiment formateur, parce qu'on en parlait tout à l'heure justement, c'est que je ne suis pas forcément formateur, je suis plutôt curateur d'informations. C'est-à-dire, je vais aller chercher pas mal d'infos, et je vais les résumer et les transmettre ensuite de cette manière. Parce que justement, quand tu dis que tu t'es formé sur l'IA, est-ce que toi, tu as suivi des formations ? Est-ce que c'est de l'auto-formation ? Tu es allé chercher des informations par toi-même ? Parce que l'IA, ça fait des années que ça existe, mais ça fait finalement 3 ans qu'on en parle au grand public. Comment est-ce que tu te formes toi ? Comment est-ce que toi, tu t'es formé ? Et comment et pourquoi est-ce qu'on devrait aujourd'hui passer par des formateurs ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a découvert, entre guillemets, l'arrivée de ChatGPT et tous les impacts que ça pouvait avoir, c'était ça la vraie révolution, en tout cas, qui s'est passée pour moi et pour mes collègues et associés. Et on s'est vite rendu compte que le sujet, comme tout sujet techno, il était nécessaire et urgent de passer du temps dessus. Et c'est beaucoup de la problématique, c'est pas d'utiliser l'outil, c'est surtout de trouver les cas d'usage et de passer du temps dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, je me suis formé sur Internet, il y a tout, hein, vous trouvez tout ce que vous voulez. La seule limite qu'il y a, c'est que ça va vous prendre énormément de temps, quoi. Et que ça nécessite beaucoup de temps et ça nécessite une expertise métier. C'est ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois là, qui sont passés, c'est que c'est pas d'utiliser ChatGPT le plus compliqué, parce que ça tout le monde le fait, hein. Moi, ma mère elle l'utilise, tout le monde l'utilise. Le problème, c'est ensuite de se dire comment je prends cet outil et je le mets dans mon métier pour qu'il soit vraiment efficace et que ça me fasse vraiment gagner du temps et gagner en productivité, ce qui est la promesse de l'IA, quoi. Aujourd'hui, dans les entreprises, c'est un peu le Far West, quoi. Les gens, ils utilisent un peu l'IA
tout le monde utilise l'IA, mais est-ce qu'il y a une vraie stratégie basée autour de l'IA dans les entreprises? Ça, c'est un autre sujet, quoi. Donc là, il y a plein de sujets qu'on va aborder. Je reviens sur justement le cas d'usage, le cas pratique. Toi, tu conseilles aux acteurs qui ont l'envie de se former, donc d'une part déjà de tester, d'autre part d'aller se former par eux-mêmes, mais s'ils veulent du cas pratique, du cas d'usage, c'est d'aller chercher des formateurs qui connaissent et qui comprennent leur métier, c'est ça? En tout cas, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'en formant les réceptifs, je suis plus à même aujourd'hui de former des réceptifs ou des agences de voyage que d'aller former un responsable marketing dans une boîte quelconque. J'ai plus de compétences Parce que je tu viens du métier. maîtrise parce que je maîtrise leur quotidien, je connais leur métier et que l'IA va pouvoir t'aider sur des micro-tâches, pas forcément sur toute la globalité des outils que tu utilises. Et est-ce que tu dirais que pour être un bon formateur, il faut justement être multicasquette et continuer à travailler dans ton cœur de métier, dans ton propre métier, et pas juste faire de la formation, mais également continuer à finalement bosser et faire ton métier? Oui, oui, moi j'ai fait beaucoup de Ouais. formations aussi sur le management, Mm. et c'est pareil pour toutes les formations, je crois. C'est que quand tu formes, avoir un pied sur le terrain, dans la réalité, c'est ce qui amène des cas pratiques et c'est ce que viennent chercher les apprenants. Les gens qui viennent se former, ils viennent chercher cette double expertise. C'est-à-dire que tu connais la théorie, mais tu connais la limite de la théorie dans la pratique. Mm. Et c'est ce qui fait, à mon sens, un bon formateur, quoi. C'est quelqu'un qui arrive à maîtriser ces deux piliers, quoi. Ouais. Et comment le trouver, ce bon formateur? Si aujourd'hui je me dis, bah, j'ai vraiment envie de me former, mis à part, on va donner ton adresse email Exactement. et ton contact. Mais au-delà de faire appel à Thomas Loubert, si on veut trouver un bon formateur aujourd'hui, où est-ce qu'on va se renseigner? Enfin, où est-ce qu'on va le trouver? Bah, si on cherche quelqu'un spécifique dans son métier, je pense que ça joue beaucoup dans le réseau. Dans le réseau, on va vite trouver. Ça fonctionne quand même très bien comme ça. Moi, j'ai trouvé plusieurs clients dernièrement que par bouche à oreille, hein. Des gens qui assistent à ma formation, qui recommandent à quelqu'un d'autre, etc. Et ça fonctionne beaucoup comme ça. Après, il y a des organismes de formation qui sont aussi spécialisés, on va dire, dans un secteur. Moi, je travaille notamment avec Eliup, que tu connais aussi, je crois d'ailleurs. Et c'est comme ça un peu qu'on s'est rencontrés. Et Eliup, par exemple, vraiment a des formations spécialisées sur le tourisme, quoi. Il y en a plusieurs comme ça. Et puis après, l'autre moyen aussi de trouver des formateurs, sur LinkedIn, on va trouver des formateurs. Ça dépend sur quel thème. Dans le monde du tourisme, en tout cas aujourd'hui, ça va fonctionner beaucoup par le bouche à oreille et par le réseautage, quoi. Ouais. Pour pas faire de jaloux, on va parler de Format Nova aussi, qui fait des formations auprès Exactement. On des cite, acteurs du tourisme. Comme ça, au moins, il y en a Le deux. CSA va nous tomber dessus, on est obligé de citer trois C'est marques. ça. On est tellement vus. Si je dois résumer, ce qui fait un bon formateur, si on veut se former sur l'IA, qui est un sujet qui est très récent, si on veut un bon formateur, finalement, c'est un formateur qui comprend et qui connaît les cas d'usage de notre métier. Donc pas forcément se dire je vais prendre le meilleur formateur de France sur l'IA. Là on voit sur les réseaux par exemple Ludo Salem qui a l'air d'être un as, mais finalement s'il connaît rien au tourisme, c'est pas forcément la personne idéale pour nous faire la formation IA, parce qu'il va peut-être avoir énormément de connaissances mais ça correspond pas à nos besoins, c'est ça? C'est surtout qu'il va savoir le faire, ce qu'il a la tête bien faite probablement, mais il va passer plus de temps il va passer un certain temps à comprendre le métier de chacun, et donc il va falloir être en mesure de lui expliquer le métier, et aller dans le détail, parce que toute la limite de l'IA, c'est que il faut aller dans le détail. C'est vraiment là-dedans que l'IA va pouvoir aider, quoi, dans certains détails, dans certaines tâches. Je prends un exemple très concret. Un réceptif, par exemple, la dernière fois, avait besoin d'un assistant pour faire un truc très précis. C'est-à-dire qu'il recevait tous les mois une liquidation de son fournisseur et il avait un tarifaire annuel. Et donc il avait besoin que l'IA compare la liquidation mensuelle avec le tarifaire annuel. Ça, par exemple, c'est un cas d'usage que moi je peux connaître parce que j'ai travaillé comme réceptif et donc je connais cette problématique, donc je comprends tout de suite le truc. Est-ce que quelqu'un qui ne vient pas du monde du tourisme, il va capter ça tout de suite? Il va comprendre pourquoi Est-ce qu'il va pas poser plutôt des questions de mais pourquoi ton prestataire, il t'aura pas plutôt des liquidations hebdomadaires ou des trucs comme ça? Là, on sait que quand on vient du tourisme, on connaît cette réalité-là, quoi. Donc, on connaît un peu les métiers de chacun. Ouais. Par exemple, moi, je sais déjà que quand je travaille quand je fais de la formation IA avec des réceptifs, une des premières questions à poser, c'est
quels ERP ils utilisent. Est-ce qu'ils utilisent Togo? Est-ce qu'ils utilisent Odis? Est-ce qu'ils vont utiliser Tourblanc? Je ne sais quoi, etc. Et donc, du coup, ça va aussi déjà... ça gagne beaucoup de temps, parce que moi, je sais déjà comment fonctionne à peu près, sans être spécialiste de ces outils, je sais à peu près comment fonctionnent ces outils-là. Je sais, par exemple, comment est structuré... Toi, tu sais aussi on sait comment est structuré un réceptif. À part des trucs à la marge, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des opérations, du commercial, etc., qui a un manager, etc. Donc là-dessus, en fait, c'est beaucoup de gain de temps de travailler avec quelqu'un qui connaît déjà le métier, plus que un côté indispensable, c'est plus du gain de temps, quoi. On rentre bien assez rapidement dans le vif du sujet là. On rentre direct. Je me demandais si on Bien. reprend un peu de recul ou pas, mais là tu touches un point important, c'est la manière dont tu amènes sur ce qu'est finalement une formation, quoi. Parce qu'on voit mille et une façons de former. Il y a des formations qui sont très scolaires, qui sont sur de l'enseignement A plus B, des formations qui sont, comme tu disais, toi tu fais beaucoup déjà dans le format, d'une manière très ludique, avec un peu de gamification en gros de la formation, avec des jeux, etc., pour apprendre en s'amusant. Tu as des formations qui sont très pratiques, où on se met devant un ordinateur, où on se met devant on crée finalement ce qu'on est en train d'enseigner ou d'apprendre pour pouvoir créer en réalisant, donc une manière de faire, d'apprendre en faisant. Et là, ce que tu me dis, toi, au-delà de la formation en tant que telle et de passer l'information, il y a vraiment une forme d'audit, une forme de compréhension des besoins, de compréhension des outils, et que mettre en place, apprendre à utiliser l'IA et mettre en place l'IA pour l'IA, ça n'a pas grand intérêt en soi, où on peut vite finalement foncer dans le mur. Il y a au-delà de la formation, si je comprends bien, il y a un besoin d'audit, un besoin d'accompagnement aussi sur les process au sens plus large, qui n'est pas juste, je vous explique comment fonctionne ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral ou peu importe, je vous explique comment faire une belle image avec avec de l'IA, je vous explique comment créer vos propres agents ou vos propres GPTs. Ça c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à la manière de fonctionner, par rapport à ces process en tant qu'entreprise, en tant que manière de fonctionner, et les outils qu'on utilise déjà, et voir quels sont la meilleure façon possible d'intégrer l'IA dans ce process métier, c'est ça? Exactement. Enfin, moi, j'ai développé une formation. En fait, en faisant des formations au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, et c'est pas de moi, c'est ce que font tous les consultants en IA aujourd'hui, disent ça, hein, c'est que ça sert à rien de mettre de l'IA sur des process qui sont déjà défectueux. Et que, en fait, en développant ces formations sur l'IA, je me suis rendu compte que dans les PME, en tout cas que dans les petites et moyennes entreprises que moi je suis un peu, euh, on passe pas assez on fait rarement un audit de nos process de travail. Et en fait, en faisant un audit de nos process de travail, on se rend compte que déjà, dans un premier temps, une fois qu'on a fait cet audit de tous nos process de travail, en général, les managers et les managers se rendent compte que on peut déjà, ils se rendent compte déjà comment travaillent leurs collaborateurs. Parfois, ils ne le savent pas, ils ne le savent plus, parce qu'il y a des histoires d'historique, etc. Et qu'on a ajouté des couches de mauvaises pratiques sur des couches de mauvaises pratiques. Donc déjà, il y a un premier step qui est de dire, OK, c'est comment on fonctionne et comment travaille chacun, et on se rend compte que il y a déjà une piste d'amélioration sur les process qui sont de manière assez simple à faire, qui sont de manière humaine. Ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, donc cet audit-là, en fait, on le faisait pas, ou très peu, enfin en tout cas, je l'ai pas beaucoup vu chez les réceptifs ou dans les agences de voyage. Euh, Sûrement qu'il y en a qui le font. Je sais pas, mais en tout cas, ceux que moi je côtoie ne le font pas, ou l'ont jamais fait même. Et donc du coup, c'est important de faire ce truc-là au départ, quoi, cet audit-là. Et dans mes formations, j'ai développé une petite méthode pour aider les managers à essayer de faire cet audit-là et à les pousser à cette réflexion-là. Et en fait, cette réflexion-là va déjà aussi leur poser des questions. C'est quoi la vraie valeur ajoutée des gens avec qui je travaille? Sur quoi ils sont vraiment compétents? Donc ça, c'est la première chose. Et le premier process, ça va être déjà de faire un audit et d'améliorer les process de travail sans mettre de l'IA, sans se prendre la tête, sans mettre de l'informatique. C'est de l'humain, c'est de l'organisationnel. Ce n'est que ça. Ensuite, il y a une part d'automatisation. Donc avant d'attaquer de l'IA, comment je vais automatiser certaines tâches? Un exemple simple, comment je vais utiliser Make, Zapier pour automatiser certaines tâches. Je prends un exemple, je sais pas moi, je reçois des demandes sur mon site web et je veux que ça rentre directement dans mon ERP. Ça, aujourd'hui, il y a moyen de l'automatiser, quoi. Avant, je le recevais dans ma boîte mail, maintenant, je veux que ça soit intégré dans mon ERP. Ça, il y a moyen d'automatiser, par exemple. Et donc ça va être des outils comme Make, Zapier qui vont permettre de faire ça. Et après, la troisième étape, ça va être de créer des assistants
GPT, donc là, ou d'autres selon l'outil qu'on utilise, mais si on utilise ChatGPT, ça va être des assistants. Et là, ça nécessite une prise en main de l'outil, une manière de communiquer avec la machine. Et donc c'est là où on travaille beaucoup, c'est que il faut apprendre à dialoguer avec la machine, parce que c'est vers ça qu'on va. Et après, le dernier step, qui est en général ce que ne font pas les agences de voyage ni les réceptifs, c'est de faire de l'industrialisation de l'IA, et c'est de mettre en place des agents IA intégrés dans leur boîte, etc. Ils ne le font pas, aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne recommande pas aujourd'hui de le faire parce que ça va trop vite en ce moment, et que si on le fait aujourd'hui, autant dans 6 mois, c'est mort. Ça va coûter moins cher et ça va pas fonctionner. En tout cas, il y a un truc nouveau et moins cher qui va sortir et on risque de se faire avoir. Ça, c'est une des possibilités. C'est pour ça qu'il est urgent de prendre son temps. Et après, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte très cher. Et donc, aujourd'hui, dans le monde du tourisme, il y a peu d'entreprises qui ont les moyens d'aller développer un agent IA pour l'intégrer, quoi. En tout cas, dans le monde des réceptifs, parce que je ne peux pas parler des agences de voyage que je connais moins, mais en tout cas, dans le monde des réceptifs, il y a peu de réceptifs qui aujourd'hui ont les moyens d'aller développer un agent IA pour aller automatiser vraiment des tâches, quoi, et faire des tâches à leur place, quoi. Ouais, c'est très clair. Et si on prend un peu de recul par rapport à ça, c'est vraiment la question. Enfin, moi, en t'écoutant, je me pose la question de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'IA et pourquoi est-ce qu'on va vouloir en savoir plus et faire le pas de chercher, de suivre une formation ou d'être accompagné par un consultant ou un auditeur pour pouvoir voir un peu comment ajouter l'IA dans la structure. Euh, la question à la base, c'est qu'est-ce qui nous intéresse? Pourquoi est-ce qu'on va en savoir plus sur l'IA? Parce qu'il y a des personnes en fait des entreprises qui peuvent utiliser, comme tu disais, il y a beaucoup de gens, même ta maman apparemment utilise ChatGPT, qui utilisent mais sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière ou sans vraiment savoir connaître les limites ou toutes les possibilités qui peuvent y avoir. Donc c'est vraiment sur un intérêt très... j'ai envie d'en savoir un peu plus et de savoir comment l'utiliser. Et de notre part, il y en a certains acteurs veulent suivre des formations IA parce qu'ils ont l'impression d'être un peu à la ramasse et on n'arrête pas d'entendre c'est pas l'IA qui va remplacer ton métier, mais par contre, c'est la personne qui sait l'utiliser qui va te remplacer. Donc ça fait peur, du coup, il va falloir que je m'y mette. Ou d'autres besoins qui sont plus. J'ai le sentiment que j'ai un manque de productivité ou tout simplement mes marges sont beaucoup trop faibles, j'ai envie de les augmenter, donc il va falloir augmenter la productivité, enfin il va falloir tirer sur certaines ficelles et la productivité en est une. Et donc là, c'est très concrètement, il va falloir que je trouve des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui amènent, selon toi, à vouloir suivre des formations IA et selon toi, comment est-ce que tu envisages chacune de ces... est-ce que tu t'envisages chacune de ces volontés de la même manière? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un côté. Moi, les formations que je fais sont surtout pour démystifier un peu l'IA. Et sortir du fait que l'IA est un outil magique. Parce qu'il y a l'effet magique. Quand tu utilises ChatGPT pour la première fois ou n'importe quel LLM, il y a un effet magique. Tu poses une question et la réponse, elle tombe sous tes yeux. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais avec mon beau-père et qui me dit, je lui dis si je demande à ChatGPT qu'est-ce qu'il sait de vous, il va me répondre. Il me dit je te crois pas. Je dis et ça n'a pas raté. Il m'a fait la biographie limite de mon beau-père. Il a trouvé plein d'informations sur lui. Évidemment, c'était évident, quoi. Et lui, il tombait de sa chaise. Et en fait, l'IA, ça a cet effet-là, c'est que les gens ils posent des questions, ils ont des réponses, et alors ils vont dire c'est extraordinaire. Ou alors l'effet inverse. Ils vont dire moi j'ai essayé d'utiliser ChatGPT, mais ça marche pas. D'ailleurs, j'ai essayé de faire un voyage et franchement, c'était bidon la réponse qu'il m'a donnée. Ça, c'est en fait tout simplement parce que les gens croient que c'est un outil magique. Ce n'est pas un outil magique, c'est un outil informatique qui a des limites et qui aujourd'hui, il faut encore apprendre à l'utiliser. Et pour l'exploiter le plus possible, ça nécessite de passer du temps dessus et d'être formé, en fait. Et donc je perds un peu le fil de ta question, mais je sens que je vais y revenir après. C'est qu'en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, si là le vrai intérêt de se former, c'est de pouvoir d'exploiter le plus possible ces outils-là, de manière le plus pertinente. Par exemple, si vous utilisez Gamma, qui est un outil qui remplace PowerPoint, les gens, moi quand je fais des démos en formation, les gens ils sont là waouh waouh waouh. Et en général, quand je fais la deuxième formation derrière, les gens ils reviennent, ils me disent moi j'ai essayé d'utiliser Gamma,
Franchement, ça marche pas et j'ai galéré, quoi. Et c'est une réalité. Moi, j'ai essayé que si vous voyez toutes les vidéos sur LinkedIn incroyables que vous voyez faites avec de l'IA, moi, j'ai essayé de faire une vidéo avec de l'IA. J'ai passé une demi-journée et j'ai sorti rien du tout. J'ai sorti mieux que ce que j'aurais pu faire sans IA, mais j'ai pas sorti grand-chose de fou, quoi. Donc en fait, l'idée aussi, c'est de se former pour se dire comment j'utilise l'IA aujourd'hui dans mon entreprise pour me faire gagner maximum 30% de productivité. Et déjà, si j'arrive à ces 30%, ce sera un succès en fait. J'aurais déjà réussi à utiliser l'IA à l'heure actuelle euh, de manière déjà très puissante, quoi. Mm. Ça ne veut pas dire que dans un an, ces 30%, peut-être qu'on sera passé à si l'IA me fait gagner 70% de productivité parce que les agents IA vont sortir, etc., ils vont se démocratiser. Dans un an, ce que je suis en train de lire là n'aura probablement plus aucune valeur ou risque de n'avoir aucun sens, quoi. Après, Ça va c'est très très générique, vite, c'est quoi. juste. Effectivement, ça va vite. Après, sur les métiers, si on gagne 70% de productivité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de lien humain dans son métier. C'est qu'on est vraiment uniquement sur de l'informatique, là, enfin, ou en tout cas sur des outils. Il y a quand même une grosse partie du métier dans le voyage, la plupart des métiers du voyage, il y a quand même une grosse dimension relations humaines, que ce soit sur la vente, que ce soit sur l'échange avec les partenaires, que ce soit sur la communication interne aussi avec ses collaborateurs. Enfin, en tout cas, je Et, pense que c'est. et chaque entreprise et chaque métier est différent. On va voir comment ça évolue et comment l'humanité se met à utiliser cet outil. Mais même sur le côté commercial, si demain, moi, j'ai un. Là, on rentre vraiment dans le détail de ChatGPT, mais si moi, j'ai un assistant, j'ai un projet dans ChatGPT, où j'ai un assistant IA, un agent IA dédié à moi, et dédié à ma famille, à la famille Loubert, et que je dis à mon agent IA, contacte le réceptif d'Alexis pour mon voyage en famille, et que toi, tu as un agent IA de ton réceptif, qui a toute la base de connaissances de ton entreprise, qui est capable de faire un voyage, c'est ton agent IA et mon agent IA qui vont potentiellement créer la base du voyage. Peut-être que j'aurai toujours besoin d'être rassuré et de t'avoir au téléphone à la fin, mais peut-être pas. Il y avait un podcast que j'écoutais la dernière fois là où c'est un truc. Aujourd'hui, on sait que la majorité du contenu produit sur Internet est produit par l'IA. On a dépassé les 50% du contenu produit sur Internet, il est produit par l'IA. Donc ça a un impact par exemple pour le référencement, puisque ça veut dire que si tout le contenu est produit par IA, bah, Google va forcément s'adapter et va forcément probablement référencer mieux tout le contenu créé par l'IA. Et donc tout le pari, c'est de dire qu'est-ce que va faire Google. Si Google peut-être demain dit que le contenu créé par un humain est un handicap, par exemple, il décide que il faut que ton contenu soit créé par l'IA pour que ton site soit mieux référencé, bah à ce moment-là, là je t'ai perdu un peu là, sur cette partie-là. Je sais Non, que non, non, je te suis complètement. et Euh, c'est le patron d'Eskimos qui dit ça, ouais. qui disait effectivement un des risques, c'est en fait tout dépend de ce qu'on va en faire de l'outil. C'est pas quand les gens disent non mais ce qui compte c'est le côté humain, c'est une réalité aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on ne veut pas que l'IA remplace le côté humain, mais si demain tu as envie que l'IA remplace le côté humain, techniquement, ça va potentiellement elle va être capable de le faire. Le podcast qu'on est en train de faire pourrait être fait par nos avatars. On va encore donner toutes les informations, mais effectivement, ça peut être fait par des avatars. Après, la grande question qui se pose derrière, c'est quelle va être notre place du coup dans ce monde en perpétuelle évolution. Euh, mais si toutes les actions sont remplacées par l'IA, il n'y a plus de métier, mis à part potentiellement des techniciens qui vérifient tout ça ou des personnes qui décident des lois pour quel est le choix justement, enfin des lois, parce que je pense que ça en sera demain et ça en est déjà avec les AI Act aujourd'hui, mais qui définissent justement ces choix intéressants de comment mettre en avant quelles informations, comment structurer le passage d'informations aux êtres humains. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est pas très rassurant. C'est-à-dire que Non, je ne sais pas, ce que je tu prends dis n'est aucune pas responsabilité. tu ne prends pas de responsabilité, mais tu n'es pas très rassurant dans le fait qu'effectivement déjà nos agents entre guillemets IA de demain pourront prendre des décisions pour nous, que
le contenu, donc le contenu informationnel, donc l'information, les médias, le contenu qu'on va avoir va ne plus être généré par des humains mais par de l'IA. Et que tout ça, finalement, ce qui est mis en avant va être décidé par des algorithmes de l'IA et plus par des humains. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, moi, dans les formations que je fais auprès des réceptifs et des agents de Ça voyage, va se passer comme ça. Mettez la clé sous la porte. moi, ce que je dis, c'est posez-vous vraiment la question de c'est quoi votre valeur ajoutée. Et je crois que le monde de demain va vraiment pousser, le monde de demain va être poussé par des gens qui sont experts de leur métier. Et experts, et donc c'est la question, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un expert dans le tourisme. Et aujourd'hui, pour un réceptif, nous, avec Terra Gaia, on est vraiment dans cette direction-là, hein, c'est de se dire que notre expertise, c'est de produire des voyages qui sont extraordinaires et uniques et que l'IA est incapable de faire. Donc aujourd'hui, un réceptif, la grande majorité des réceptifs, leur métier, c'est surtout d'assembler des activités qui sont déjà existantes. La vraie valeur ajoutée d'un réceptif demain, c'est de créer de la production de voyages que personne d'autre n'est capable de créer et de créer vraiment une activité. Par exemple, d'aller créer une chasse au trésor dans un musée ou un truc comme ça, ou alors de créer, je sais pas moi, un moment éphémère en haut d'une colline avec un apéro, etc. Ça, c'est des activités que eux seuls peuvent créer parce qu'ils connaissent le terrain, ils sont capables de le faire. Donc ça, c'est pour moi la vraie valeur ajoutée du réceptif. Et donc, moi, mes formations poussent enfin, j'introduis ça. Et nous, avec Terra Gaia, c'est ce qu'on pousse. Hein. C'est ce qu'on pousse le plus possible, c'est d'aller créer des voyages extraordinaires en disant c'est des voyages qui sont uniques et que vous trouverez nulle part ailleurs en fait. Et que vous les trouverez pas parce qu'il n'y a que nous qui sommes capables de les produire. Il n'y a que nous qui sommes capables de les créer. Et donc c'est urgent que les agents de voyage, par exemple, se posent la question de c'est quoi leur vraie valeur ajoutée. Et là, moi je crois que les agents de voyage, leur vraie valeur ajoutée, c'est la maîtrise du client, quoi. C'est la connaissance client. Et la connaissance client, ça va aller. On parle pas de la connaissance client, on parle de connaissance client vraiment poussée à l'extrême, quoi. C'est-à-dire d'aller trouver les vraies motivations du voyageur, mais poussée à l'extrême, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui te pousse à aller faire un voyage à part te détendre. C'est quoi ta vraie motivation? C'est de savoir faire la différence entre la demande et les attentes. C'est un voyageur qui va venir te voir, il va te demander Ça, après, je veux faire ci, je veux faire ça, et de lui demander pourquoi, ou comme disait Ford, les 7 pourquoi, et au final, quand tu demandes 7 fois pourquoi, tu finis par avoir la vraie réponse de l'intention de départ, l'intention profonde, et c'est quand tu réponds à cette intention profonde que tu vas avoir un client satisfait. Après, ce que tu dis, c'est un peu. Alors, il y a deux paradoxes que tu viens de balancer. Le premier, c'est les agents de voyage doivent connaître leur vraie valeur ajoutée, ou les acteurs doivent connaître leur vraie valeur ajoutée. Et en parallèle, tu dis, et tu dis la vraie valeur ajoutée, elle est dans la connaissance client et elle est aussi dans l'expérience que tu vas créer, donc notamment pour les DMC, l'expérience que tu vas créer sur place. Et d'un autre côté, tu me dis que demain, il y a deux IA nos deux agents qui vont échanger ensemble et finalement nos agents vont bien nous connaître, donc ils vont connaître nos attentes profondes aussi. Donc tu n'auras peut-être plus pas besoin de l'agent pour ça. Ce que je voudrais rajouter par là, c'est on est tous différents, on a tous des attentes différentes aussi. Au même titre qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont très contents de réserver un hôtel en passant par Booking. D'un autre côté, tu as des gens qui sont très contents aussi d'avoir le réceptionniste au téléphone pour pouvoir prendre sa réservation, parce que le réceptionniste aussi lui dit un petit mot gentil, se rappelle de lui parce que c'est un client régulier, etc. Cette relation humaine, elle est aussi essentielle. Et je préfère le rajouter parce que tu l'as pas forcément bien mise en avant dans ton discours, tu commençais un petit peu à la fin, mais la relation humaine qu'on a, enfin, entre un acheteur et un vendeur, mais entre deux personnes, entre une personne qui fournit un service et une personne qui a besoin d'un service, elle est aussi essentielle et ça reste une valeur ajoutée qui est profonde, que ce soit pour le DMC, pour l'agent local, qui va avoir une relation soit avec le client direct, soit avec une agence de voyage, donc avec qui est un client avant tout aussi, donc une personne avec qui elle peut avoir relation, qui est l'agent de voyage, lui qui va vendre le voyage au voyageur final. Mais voilà, ça, pour moi, ça c'est cette relation humaine est essentielle, il faut vraiment la développer. Donc ce que tu appelles la compréhension, mais c'est pas uniquement la compréhension des attentes profondes, mais c'est également c'est juste être sympa. Comprendre aussi les attentes, mais dans le sens de la manière dont donc la cohérence dans le discours et le fait de pouvoir s'adapter au discours de l'autre, tout ça, ces compétences humaines et de relations sont quand même essentielles, je pense,
à privilégier, c'est une valeur ajoutée. Donc je voulais bien mettre ce point-là. Et sur l'autre paradoxe que tu donnais, je fais comme toi tout à l'heure, j'ai oublié lequel était, parce que j'avais vraiment 2 points essentiels. Je sais pas ce qui va se passer, mais si tu regardes aujourd'hui, ce que tu dis sur les relations humaines, c'est, j'espère, vrai. Mais si tu demandes aujourd'hui à une génération, à des jeunes aujourd'hui entre 15 et 20 ans, est-ce que vous seriez prêt à... Enfin, qui utilise aujourd'hui qui va demander son chemin dans la rue à quelqu'un? Qui va regarder une carte routière pour aller d'un point A à un point B? Qui va faire ça? Aujourd'hui, plus personne. Aujourd'hui, tout le monde fait confiance à Google Maps ou à Waze pour trouver son chemin d'un point A à un point B. Et se pose même pas la question de savoir si c'est le bon chemin. Quand tu utilisais Google Maps au début, mes parents, ils te disaient vérifie quand même sur une carte. Parce qu'on n'est pas sûr. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un espèce de truc de on se défend. L'être humain continue à se défendre face à un truc qui est un peu inéductable. Je ne sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien. Mais est-ce que dans 30 ans, la génération qui arrive pensera comme nous on pense que ce qui compte c'est la vraie relation humaine, etc. J'espère que oui. J'ai pas de certitude et je doute un peu quand je vois que la majorité des jeunes aujourd'hui utilisent ChatGPT comme confident. Et on voit que c'est des chiffres qui explosent, comme confident du quotidien, etc. C'est que l'IA arrive quand même à percevoir des émotions. J'espère de tout mon cœur que tu as raison, je ne veux pas dire ça, mais en tout cas, je veux dire, en tout cas, je crois qu'il est, pour redonner un peu de sens, on ne sait pas, ni toi ni moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une révolution, plus qu'Internet, je crois, bien plus puissante qu'Internet. C'est une vraie révolution qui est en train de bouleverser l'humanité. Et tout va dépendre de comment on décide de l'utiliser, etc. Et je parle de nous, c'est-à-dire de l'humanité d'une manière générale. Et c'est là où ça devient compliqué, quoi. Et c'est là où ça devient un débat. Bon, il nous reste que 15 minutes, donc on va C'est pas ça. se lancer On va pas là-dedans. se lancer là-dedans. Parce qu'on n'aura pas la réponse de toute façon. Mais on en discutera peut-être après si tu as un petit peu de temps, parce que ça m'intéresse d'échanger avec toi sur ce sujet-là. Et j'ai retrouvé l'autre paradoxe, entre guillemets. Tu me disais enfin, tu disais tout à l'heure que c'est important de bien connaître sa valeur ajoutée. Et tu penses qu'avec l'IA, les personnes qui vont vraiment s'en sortir sont des expertes dans leur métier. Et d'un autre côté, toi, tu es multicasquette. T'as plein Bien sûr. de. T'as plein. Mais ça, Et je dis toi, mais moi aussi. Et on est beaucoup à l'aide et de plus en plus. Comment ça se fait que dans un monde aujourd'hui avec l'IA où tu dis qu'on a besoin d'être de plus en plus experts, il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont multicasquettes? parce que si j'ai une expertise, enfin je crois, parce que quand on en parle avec mon associé Fabrice, c'est là-dessus qu'on revient souvent, c'est que moi, mon expertise aujourd'hui, c'est d'être un entrepreneur. Et donc, on est expert avec Serendip, c'est un peu comme ça qu'on se vend. On est un peu expert de l'adaptabilité. Et donc, notre expertise, nous, c'est juste d'être des entrepreneurs. Et on s'appuie beaucoup sur les travaux de Olivier Hamon qui parle de la robustesse notamment. Et nous, on est des entrepreneurs. Donc, en fait, on ne fait que s'adapter, en gros, à des fluctuations qui arrivent. Et donc, la transition écologique est une fluctuation. Donc tu ne peux faire que te former et t'adapter pour que ton entreprise continue à être durable. L'IA est une fluctuation. Donc tu es bien obligé de t'adapter à cette fluctuation et te dire bon, bah, comment je fais pour intégrer ça dans mon entreprise pour continuer. Le Covid a été une fluctuation temporaire, mais a été une fluctuation. On a bien été obligé de s'adapter. Donc en fait, tu ne fais que... Donc mon expertise aujourd'hui, c'est d'être capable de, je crois, enfin c'est peut-être un peu prétentieux, mais on est entre nous, euh, ce serait de dire que mon expertise aujourd'hui, c'est d'être capable de sentir quelques signaux faibles et d'essayer de vite me former à ces sujets-là pour ensuite être capable de former mes collègues et d'insuffler ça à mes collègues pour rendre l'entreprise adaptable, en fait, en gros. Donc ça serait pas totalement... T'as bien rebondi là. J'ai pas mal rebondi, C'est hein. Je incroyable. m'en suis pas mal Ouais. sorti. Je m'en suis pas mal sorti. Non, mais c'est super intéressant de parler des travaux d'Olivier Hamon. Du coup, on mettra des liens aussi pour que vous puissiez en savoir plus pour ceux que ça intéresse. Tu as tout à fait raison et je te rejoins complètement là-dessus. Enfin, je pense que c'est pas trop prétentieux, c'est bien de savoir où est sa valeur. Et je crois que tu réussis plutôt pas mal. Donc, c'est que tu as fait les bons choix aussi et que ton expertise est réelle. Et effectivement, je voulais te poser, donc là, tu as abordé ce sujet, et tu as abordé le sujet de la transition écologique parce que et j'avais posé la même question à Guillaume Cromer
dans l'épisode qu'on avait enregistré un petit peu plus tôt cette année, on vous mettra le lien aussi, qui lui aussi sort de la transition écologique et a fait de la formation blockchain et là maintenant fait de l'accompagnement, enfin est spécialiste aussi sur l'IA. Et c'est comment... donc là, tu as répondu une partie de la question, mais comment on peut faire le grand écart entre transition écologique et IA, sachant que l'impact écologique de l'IA est catastrophique, monsieur Thomas. Comment est-ce que tu le vis? Ça dépend sous quel point de vue tu le vois. Mm. Est-ce que je le vois en tant que citoyen ou est-ce que je le vois en tant qu'entrepreneur? Et en tant qu'entrepreneur, si tu veux que ton entreprise elle soit durable, il faut qu'elle soit déjà stable, quoi. Il faut déjà qu'elle soit rentable et stable. Sinon, ton entreprise ne peut pas être durable. Donc, tu es bien obligé de t'adapter à tout ce qui arrive. Tu pourrais faire le choix, parce que tu es une entreprise engagée écologiquement, te dire que tu ne vas pas utiliser l'IA du tout. Mais en réalité, tu ne vas pas avoir le choix que de l'utiliser parce qu'elle arrive par tous les outils que tu utilises. Donc de toute façon, tu vas la retrouver dans ton ERP, tu vas la retrouver dans tes mails, tu vas la retrouver quelque part, à un moment ou à un autre. Donc tu n'as pas le choix que de l'utiliser. Et donc tu n'as pas le choix que, en tant qu'entrepreneur, de t'adapter à tout ce qui arrive, quoi. Enfin, moi, je crois que tu n'as pas le choix. Et donc, en fait, tu ne sors pas de la transition écologique. Euh, Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis toujours convaincu que l'IA est une catastrophe écologique et que notre salut passera par la sobriété. Et Fabrice te dirait que mon associé te dirait que même je passerai par la, je serais même un décroissanciste. Je suis même un fan des travaux de Timothée Parric sur la décroissance, etc. En tant que citoyen, je crois beaucoup à ça. Mais en tant qu'entrepreneur, et quand tu as une responsabilité d'entrepreneur et que tu travailles avec des gens et que ça te fait vivre, toi, ta famille, d'autres personnes extérieures, tu as une responsabilité et tu n'as pas le choix que de t'adapter à tout ce qui arrive parce que cette responsabilité t'incombe et que tu es bien obligé de continuer à être rentable, quoi. Ça aussi, ça mériterait un épisode de podcast. Ça, c'est bon, là, je pourrais t'envoyer d'autres personnes là, qui seraient encore plus prolifiques sur le sujet, quoi. Mais un point de vue super intéressant, mais qui amène une grosse réflexion Mais qui est un peu polémique. et qui est très polémique, qui est ultra polémique. Mais du coup, on va pas rentrer là-dessus, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Non, mais juste pour l'anecdote, Mais, au tout début, quand ChatGPT est sorti, moi j'ai entendu, moi je suis membre d'ATR, et en discutant avec ATR, la question s'est posée. ATR, les acteurs du tourisme responsable. Les acteurs du tourisme. On était membre d'ATD aussi. Je suis membre d'ATD et d'ATR aussi, Ok. des deux. Et un chez acteur du ATR, tourisme. il y a eu la question est-ce que je dois utiliser l'IA alors qu'on fait du tourisme durable, quoi. Pareil, je fais partie d'une communauté de. Enfin, je suis, plutôt, je ne suis pas partie, mais je suis une communauté d'entreprises engagées. Et la question s'est posée, j'imagine, pour eux, de se dire bah, nous, on est engagés socialement, écologiquement, etc. Est-ce qu'on doit utiliser l'IA avec tous les impacts négatifs? Donc, il y a quand même une réflexion autour de l'utilisation de l'IA, comment je l'utilise. Et c'est en ça aussi que le travail sur la valeur ajoutée est important. Parce que la valeur ajoutée, c'est pas forcément utiliser l'IA que pour améliorer sa productivité. J'aime bien prendre cet exemple de dire si quelqu'un adore faire des tableaux Excel le vendredi soir à 17h, il ne faut pas lui enlever cette tâche. Parce qu'il adore le faire. Même si l'IA le fera mieux, s'il adore le faire, autant lui laisser. C'est comme ça qu'on utilisera l'IA de manière intelligente. C'est pour rendre. L'IA, c'est la meilleure manière d'utiliser, c'est pour rendre le quotidien des gens avec qui on travaille plus agréable, en fait. Et plus agréable, il faut définir ensuite qu'est-ce qui est plus agréable. Et c'est là que la charte sur l'IA dans les entreprises, etc., peut être une vraie réflexion et qu'il faut se poser la question, quoi. Quand tu parles de charte sur l'IA, c'est l'entreprise qui développe sa propre charte, ou est-ce que tu as déjà... Ah bah moi, il y a des réflexions à avoir, mais en tout cas, je pense que c'est important pour les directions des entreprises de se poser la question, de savoir comment on va utiliser l'IA, dans quel objectif. Euh, Moi, je sais que je me suis, pour l'instant, alors j'ai pas fait tant de formations que ça, mais je me suis toujours dit que j'aimerais pas former des gens qui me disent, bon bah, forme nos équipes à l'IA parce que nous, on veut faire un plan social et virer 30% des personnes dans 6 mois. Je crois pas à ça, quoi. Je crois plutôt à, bah, forme mes équipes pour leur montrer qu'on va travailler demain avec eux, mais que ce qu'ils vont faire vont apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à l'entreprise et qu'on va utiliser beaucoup plus leurs compétences de départ euh, et qu'on va supprimer les tâches inintéressantes, en fait. Mm. Ça c'est une utilisation de l'IA plus pertinente, je crois.
Enfin, je crois que après, on est très nombreux à partager ça. C'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est pas grave. C'est pour terminer sur un côté un peu bisounours. On termine pas encore. On On a encore termine quelques pas encore, épisodes. c'est pas grave. Faudra couper. Mais, mais oui, au-delà du business, il faut quand même donner un petit peu de positif là-dedans. Et on est là aussi pour rassurer. Donc ouais, là, on est revenu sur le pourquoi est-ce qu'on ferait appel à des formations. C'est vraiment, pour toi, on va pas, un chef d'entreprise va pas se dire, je vais former mes équipes à l'IA pour qu'elles deviennent plus productives et pouvoir me débarrasser d'une partie de mon effectif. C'est vraiment, aujourd'hui, en 2025-2026, ça va être membre de l'équipe pour que les salariés puissent être plus confortables, puissent gagner du temps de travail, puissent gagner en productivité, puissent mieux comprendre et démystifier l'IA d'une manière générale et certains outils qu'ils utilisent en particulier. Mais tu vois pas, toi, la formation comme étant un objectif de rendre ton personnel beaucoup plus productif pour pouvoir faire des économies sur Si, parce que les ressources humaines. tu vas peut-être moins recruter derrière. Mm. Mais en tout cas, j'espère que tu vas licencier personne. Mm. Et j'espère qu'au contraire, l'intégration de l'IA dans une boîte va permettre. Moi, je prends un exemple très concret. Moi, je travaille avec Martin, qui déteste l'informatique, qui il est mauvais en informatique, il n'aime pas, ça l'intéresse pas. Depuis qu'il y a l'IA et ChatGPT, il fait ce qu'on appelle du vibe coding, c'est-à-dire qu'il va coder des trucs, et il est capable aujourd'hui de coder des pages web ou de sortir des trucs qu'il était incapable de sortir avant. Donc en fait, l'IA a décuplé ses compétences. Mm. J'ai un Martin aujourd'hui augmenté. Et donc je crois beaucoup à l'utilisation de l'IA comme ça, c'est-à-dire de dire à quelqu'un, par exemple, je prenais le cas avec des réceptifs, je leur disais, imaginez demain, pour certains de vos devis, vous pourriez recruter quelqu'un qui ne parle pas français. Parce que vous pourriez recruter quelqu'un qui parle que espagnol, qui va recevoir des mails, et donc sur des premières réponses de devis par mail, hein, tant qu'il n'a pas le client au téléphone, mais sur la première réponse de devis par mail, il est capable de répondre dans un français parfait à des clients. Donc il y a moyen c'est des cas d'usage, c'est toutes ces questions-là à se poser, de se dire comment je fais pour que l'IA augmente mon équipe, et donc effectivement, en ça, je vais gagner en productivité, etc. Mais c'est une question plus globale, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime bien, quand je fais des formations, c'est former d'abord la direction, pour ensuite aller former les managers, et ensuite peut-être potentiellement même aller former les équipes, mais ce ne sera pas les mêmes contenus de formation et ça ne sera pas les mêmes réflexions, parce que sur certaines équipes dans un réceptif, par exemple, euh, ça ne sert à rien de passer trop de temps sur la formation, parce que s'ils utilisent un ERP et qu'ils sont bloqués dans leur ERP, ils ne peuvent qu'attendre que le RP se mette à l'IA. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire, quoi. Donc parfois, ça sert même à rien de passer trop de temps à, à réfléchir à comment utiliser l'IA dans sa boîte, si de toute façon, organisationnellement parlant, on est bloqué, quoi. Mm. Donc la formation, elle sert aussi à rassurer et à démystifier. Beaucoup, ça marche beaucoup comme ça. Et ça marche beaucoup, enfin, c'est très intéressant aussi pour les directions, pour se dire, ok, aujourd'hui on est capable de faire ça, demain c'est ce qui risque d'arriver, c'est ça. Et donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour anticiper ça et commencer à m'adapter, quoi. Si je dois résumer, tu vas pas former de la même manière, tu vas pas apporter les mêmes supports de formation et tu vas pas former de la même manière en fonction des métiers, en fonction de la position dans la structure, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un responsable d'équipe ou que ce soit un opérationnel qui va faire de la vente. Les formations vont être aussi adaptées en fonction des outils qu'ils utilisent. S'ils ont déjà des outils, tu parles beaucoup de R qui regroupent pas mal d'automatisation, qui permettent d'automatiser une partie du métier, notamment dans le tourisme, par exemple, la création de programmes sur mesure. Donc tu dis en fonction des outils déjà utilisés, on ne va pas forcément être en mesure d'intégrer de nouveaux outils IA parce qu'on est déjà bloqué dans les outils déjà existants. Donc là, l'objectif, si on veut utiliser l'IA, il faut attendre que les créateurs de l'outil ou les gestionnaires de l'outil intègrent l'IA dans l'outil lui-même. Donc vraiment, pour résumer, il y a les formations. Si on veut être bien formé à l'IA, c'est important d'avoir des formations qui sont ajustées, qui correspondent au métier, qui soient réalisées par des personnes comme toi, si je suis acteur du tourisme, par une personne qui connaît le métier, parce que ça va permettre de mieux comprendre, de mieux ajuster, et de pas juste faire des formations IA pour une formation IA, mais de penser aussi, prendre un peu de recul
et toi t'accompagnes aussi dans ce sens-là, de prendre du recul sur pourquoi est-ce que je veux être formé, pourquoi est-ce que je veux être formé ou pourquoi est-ce que je veux que mes équipes soient formées à l'IA. C'est de prendre un peu de recul et se dire est-ce que vraiment la nécessité c'est de former les équipes à l'IA ou c'est aussi de revoir les process internes et la manière de fonctionner d'une manière générale. Effectivement, ce que tu dis, c'est ça, c'est former à l'IA, enfin dire à ces équipes on va vous former à l'IA pour vous former à l'IA, ça n'a pas de sens. Enfin, je crois que ça n'a pas de sens et que ça risque de partir dans tous les sens. La première chose, c'est quand même de former déjà les directions et les managers, parce que c'est eux qui ils vont savoir de quoi on parle et ils vont être en mesure de faire un choix. Ça m'est arrivé de faire des formations IA où tu formes les équipes et le manager et tu formes et tu montes des outils et les équipes disent ah mais ça c'est génial, ah, mais ça c'est génial, ah, mais ça c'est génial et tu sens la direction qui fait gloops parce qu'elle se dit ok non, ça c'est 20 €, ça c'est encore un abonnement à 20 € donc là on est parti pour un truc mensuel à 150 € par tête et ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas envie d'aller dans cette direction là ou en tout cas pas à ce rythme là en fait donc ça nécessite de faire comme ça un peu par étapes. Euh, il n'empêche que c'est quand même pertinent d'aller former les équipes de former les équipes parce que ça permet aussi de faire remonter l'information et de montrer aux gens que ils vont pas être remplacés demain, quoi. Donc du coup, oui, non, c'est intéressant de former tout le monde par métier, mais c'est intéressant de tenir compte aussi de leur réalité. Donc effectivement, le fait d'être expert du métier et de connaître leur réalité, ça te permet de ne pas partir sur des trucs qui n'ont pas de sens. Par exemple, moi, il y a des trucs que je fais des petits... Je montre quelques outils qui ne sont pas forcément liés directement au monde du tourisme. Par exemple, un outil pour créer Lovable, par exemple, pour créer des mini-apps ou des mini-sites internet. Tu vas montrer ça, mais tu vas passer quelques minutes dessus. Et l'idée, c'est de suggérer des idées de comment je transforme mon process de travail et ma manière de travailler, sachant que ça, maintenant, ça existe. Et il y a des gens avec qui ça va marcher, et il y a des gens qui vont voir ça et ils vont dire bah, nous, on va jamais l'utiliser, quoi. Et c'est pourtant des gens qui font le même métier qui sont réceptifs. Hein. Et bah, il y a des gens, ils vont dire non, mais attends, ça va être trop bien, on va pouvoir faire des trucs personnalisés pour chaque client, réfléchissons à comment l'intégrer. Et ça dépend beaucoup de la direction et ça dépend beaucoup de la dynamique de l'entreprise, quoi. Ouais, donc si je dois résumer, l'intérêt aussi peut être dans le fait d'apporter cette petite étincelle à créer de nouvelles idées, d'utiliser de nouveaux outils pour créer de nouvelles idées. Et si je peux me permettre de rajouter aussi, il peut y avoir l'intérêt sur les formations de pouvoir, pour les personnes qui ont beaucoup de mal ou qui l'utilisent peu, de pouvoir montrer, peut-être que vous ne l'utilisez pas, peut-être que ça ne va pas forcément être utile dans votre métier, mais vos clients, en fait, ils l'utilisent. Voilà comment ils l'utilisent. Oui. Et quand ils vont venir frapper à votre porte et vous demander des conseils, en fait, voilà ce qu'ils auront vu déjà avant. Donc ça vous permet aussi, le fait de savoir comment ça fonctionne et de le tester, vous permet peut-être de mieux appréhender votre relation avec votre client qui, lui, va l'avoir utilisé. Et donc vous allez peut-être mieux comprendre les questions, enfin, les réflexions qu'il va avoir, ses remarques et les questions qu'il va vous poser, quoi. Ouais. Et puis après, c'est un outil de management aussi très puissant. Puisque comme je prenais l'exemple de Martin, ça décuple les compétences de certaines personnes et ça donne confiance parce que ça rassure. Donc quand je suis commercial et que j'hésite un peu à avoir une formulation pour répondre à un client, pour faire une relance, etc. Quand je vais mettre ça dans l'IA et que je demandais à ChatGPT d'améliorer mon mail, etc. et que je vois que j'ai plus de réponses, ça me donne confiance, quoi. Donc bien utilisé, c'est un outil qui peut améliorer la confiance de ses équipes parce que ça rassure. Même si ça rassure un peu trop et que ça vous dit toujours vous êtes super, de temps en temps, il y a moyen de ça par exemple, il y a moyen de le paramétrer, d'éviter de tomber là-dedans. Et donc, il y a moyen d'utiliser aussi l'IA et d'avoir comme vraiment pour améliorer les compétences de ces équipes et leur donner plus confiance. Et ça marche de manière très très efficace, quoi. Et ça, c'est pareil, si la direction n'a pas cette vision-là, là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le Far West de l'utilisation de l'IA. Les gens, ils utilisent un peu dans tous les sens et ils reviennent souvent en disant mais ça marche pas. C'est bien sûr. Bon, ouais, on en entend trop souvent ça, ce type de réflexion, et c'est important de comprendre pourquoi. Et c'est souvent, quand on n'a pas la bonne réponse, c'est souvent qu'on n'a pas posé la bonne question, quoi. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Je voulais te proposer de nous faire une masterclass, mais d'après ce que tu m'as dit et le temps qui nous reste, ça va pas être possible. Parce qu'il faut faire, Ce sera notre épisode. faut faire une formation qui est spécifique en fonction du métier, de l'entreprise et des personnes. Et là, vu qu'on a des millions d'auditeurs, tu vas pas pouvoir faire une masterclass à tous les auditeurs, sachant que l'objectif, c'est de faire du sur-mesure. Et tu viens de là dans le monde du voyage, mais dans tes formations, c'est ce que tu fais aussi. Je voulais juste te reposer une petite question sur le format des formations.
parce qu'on avait fait une formation ensemble d'ailleurs. Enfin, j'avais fait une de tes formations. Ouais. J'ai l'honneur de pouvoir, qui était sur les 9 Avec limites. brio d'ailleurs. Ouf. Qui était sur les 9 limites planétaires. Donc, on était encore à l'époque de la transition écologique avant de passer à l'IA. Et on fait toujours ces formations. En plus. On l'a fait il n'y a pas très longtemps au séminaire ATR. On a fait le même jeu que tu as vécu, on l'a fait avec les membres ATR. Ok. Et bah, du coup, cette formation était excellente parce que c'est justement sous forme de jeu. Est-ce que à tes formations, tu les fais aussi sous forme de jeu? Est-ce que pour toi, la gamifie, enfin, le jeu dans la formation est un gros plus? Est-ce que c'est ce vers quoi tu continues et tu tends? Ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres formats qui sont aussi intéressants pour l'IA Sur l'IA, j'ai pas réussi encore à gamifier totalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une règle qu'on m'a inculquée, parce que je travaille avec un organisme de formation qui m'a formé un peu là-dessus. C'est l'idée de dire que tu prends la parole 20 minutes maximum. Et on partageait ça la dernière fois. Tu parles 20 minutes maximum et après, il faut soit faire interagir les gens, soit qu'ils fassent quelque chose de pratique. Mais le temps d'attention des gens dépasse rarement plus de 20 minutes. Si tu parles pendant 40-60 minutes, et là on parle depuis 45 minutes, donc sûrement vous avez dû couper un moment où vous courez en même temps, il y a un truc en tout cas, c'est que le temps d'attention, c'est très difficile à capter les gens plus de 20 minutes. Quoi. Donc le descendant plus de 20 minutes, c'est un peu risqué quoi, en formation. Je dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais en tout cas, c'est un truc qui marche comme ça. Après, sur l'IA, j'ai pas fait de gamification, mais j'ai fait beaucoup d'ateliers où les gens interagissent, ils essayent d'intégrer ce qu'on dit en live directement dans les outils, etc. Ils font des essais. Moi, j'ai en général deux formats. Le premier format qui est très théorique, qui est plutôt théorique, mais ils utilisent les outils, etc. Et le deuxième qui est un vrai atelier poussé, on va dire, autour de la valeur ajoutée et de se poser la question de c'est quoi mes process de travail, comment je travaille, etc. et où je peux vraiment intégrer l'IA. Et après, l'idée, c'était qu'en sortant, c'est toujours l'idée d'ailleurs, c'est qu'en sortant, ils aient un assistant, un GPT, capable de les accompagner dans le quotidien. Après, je rappelle toujours, ce n'est pas un outil magique, et le premier assistant qui vont sortir ne sera pas parfait, et ça va peut-être prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de faire un assistant qui soit vraiment efficace et qu'on peut utiliser au quotidien. Quoi. C'est pas, ça fonctionne beaucoup par itération. Quoi. Et en plus, l'IA ayant des hallucinations et tout, c'est pas toujours évident. Quoi. Mais donc, c'est pas magique. La promesse, c'est pas je passe une demi-journée, j'ai un assistant IA et tout va bien et j'ai plus rien à faire. Mais dans tous les cas, tu es quand même sur. Donc, même si le jeu, tu l'as pas encore bien mis, il y a quand même beaucoup de pratiques, beaucoup d'ateliers. Beaucoup. Et tu ressors avec du concret, donc notamment en plus avec ton assistant. Quoi. Et ben, puisqu'on a passé beaucoup plus de 20 minutes, on va commencer à couper court. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Qu'ils n'ont pas le choix que de s'y mettre, mais que pour faire des formations auprès d'étudiants en ce moment, ils n'exploitent pas l'IA de la bonne manière. Pour la majorité d'entre eux, de ceux que je vois en tout cas, parce que je ne vais peut-être pas parler pour tous les étudiants de France, ce serait un peu présomptueux. Pour le petit nombre d'étudiants que je vois, ils ne savent pas utiliser l'IA de la meilleure manière et que ça peut vraiment être un outil pour eux. Alors, peut-être certains l'utilisent déjà comme ça, hein, mais c'est vraiment un outil pour eux, c'est comme avoir un prof personnalisé à la maison. Et ça peut vous expliquer des concepts que vous ne pensiez que votre prof, par exemple, va vous expliquer, vous comprenez rien. Alors moi, je vous explique un truc, vous comprenez rien, et vous rentrez chez vous et vous redemandez la même chose, mais avec vos termes, etc. Et donc là, l'IA va devenir un prof vraiment personnalisé. D'ailleurs, sur ChatGPT, ils ont mis un truc étudier et apprendre qui permet de faire ça. Moi, je prends un exemple, mon fils est nul en maths. Par contre, dès qu'on commence à faire des maths avec ChatGPT et qu'on mélange les maths et One Piece, alors les maths deviennent beaucoup plus faciles. Quoi. Et c'est pareil un peu pour les étudiants qui nous écoutent, c'est que utilisez-le pour vraiment capter des choses. Ça peut faire de vous des étudiants augmentés, vous pourrez même potentiellement savoir plus de choses que vos profs si vous utilisez bien ChatGPT peut-être. Et quelles ressources tu leur... Parce que ça aurait été une très bonne fin, mais quelles ressources tu leur conseilles? YouTube, podcast, newsletter? Moi, il y a deux newsletters que j'aime beaucoup. Enfin, deux newsletters, il y a deux chaînes. Il y a un podcast très bien qui s'appelle Comptoir IA, qui est très intéressant et qui donne une vision plus globale des choses et qui est vraiment passionnant. Le gars s'appelle Nicolas, je ne sais plus son nom, mais c'est top. Et Nicolas Guyon, je crois, il s'appelle. Et les c'est vidéos. Pas IA Café avec Traveltex, c'est pas la même chose, c'est pas Nicolas François. Non, c'est pas Nicolas François, non, c'est un autre. Il fait de l'IA sur plusieurs thèmes, etc.
Il y a la chaîne de Ludovic Salen, que tu as cité tout à l'heure, qui est vraiment très 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 bien faite. Et après, il y a un autre gars qui s'appelle Jean-Michel Berthoud, je crois. Si on va retrouver le lien, Pas Jean-Michel, on vous le mais mettra voilà, je vous le mettrai. en commentaire. Qui est un Tout le gars monde. qui s'est mis sur le sujet de l'IA depuis 2 ans, 3 ans, je crois, et qui est très très pédagogue et qui explique très bien les sujets, et qui fait une newsletter qui est très très intéressante. Super, on vous mettra tous les liens. Thomas, un grand merci. Déjà, ça fait beaucoup plus de 20 minutes, comme tu l'as dit, qu'on discute. Il y a plein de sujets que j'aurais bien aimé aborder plus en profondeur avec toi. Il y a plein de sujets que j'avais prévu d'aborder, que je n'ai pas abordé, parce qu'on est rentré dans des sujets, sur des thématiques qui étaient super intéressantes et inspirantes. Merci beaucoup pour ton temps. Comment est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de faire des formations avec toi? Ben, je suis sur LinkedIn assez facilement. Thomas Loubert, Voilà, Thomas Loubert. Loubert. Voilà, Serendip, assez simplement. Vous pouvez taper agenceserendip.com, je crois que c'est l'adresse de notre site, qui est magnifique d'ailleurs. Le notre SEO a site. été fait par l'IA. Le SEO n'a pas été fait par nous. Le SEO a été fait totalement à la main, de manière artisanale. Très bien, ça marche. Bah écoute, merci Thomas. Merci à tous d'être restés jusque-là et de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour réagir et retrouver les liens dont nous avons parlé aujourd'hui, retrouvez-nous sur la page podcast du site awayWego.fr, donc awayWego.fr. Pour vous tenir informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn Away We Go et abonnez-vous. Et encore une fois, merci à notre partenaire Swappen, sponsor ce podcast. Merci à tous de m'avoir écouté.